Info. On dit souvent que la guerre qui fait rage au Proche-Orient est aussi une guerre de l'information et de la communication. Et dans ce contexte, voici que l'américain Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, est épinglé pour systématiquement censurer les contenus pro-palestiniens. C'est en tout cas la conclusion d'un rapport de Human Rights Watch. L'ONG a repéré en octobre et en novembre, depuis le début de la guerre, plus de 1000 retraits ou suppressions de contenus pourtant pacifiques qui dénonçaient, dans près de 60 pays du monde, les violations des droits des Palestiniens. Expliquez-nous, Julie Pietri. Quand une personne témoigne ou dénonce les violences subies par les Palestiniens, la publication peut être purement et simplement supprimée, mais il y a aussi des suspensions de compte ou encore l'impossibilité de partager certains messages. Stop au génocide, cessez-le-feu maintenant, Palestine libre. Voilà quelques exemples de contenus qui disparaissent. Pour Human Rights Watch, Meta s'appuie trop sur des outils automatisés de modération qui ne font pas la différence entre l'incitation à la violence et des contenus pacifiques qui dénoncent la catastrophe humanitaire en cours à Gaza. Sur ces plateformes ont aussi disparu des messages qui évoquent les blessures et les morts de Palestiniens. Cela ne veut pas dire pour autant que Meta bloque toute publication pro-palestinienne. Human Rights Watch précise qu'elles existent, ces publications sur les réseaux en quantité importante, les dénonciations des politiques du gouvernement israélien aussi, mais selon l'ONG, cela n'excuse pas les restrictions repérées ces derniers mois. Julie Pietri pour ses précisions et avec nous Fabrice Eppelboin, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'IAE de Poitiers, l'école universitaire de management et entrepreneur. Vous êtes aussi spécialiste des réseaux sociaux. On a souvent reproché aux réseaux sociaux de ne pas assez modérer. Et là, c'est la politique de modération en fait qui devient trop restrictive. En réalité, cette politique de modération particulièrement agressive et restrictive est en place depuis déjà 2016 à minima. On a pu s'en apercevoir désormais à 3 reprises, avec les contenus pro-palestiniens aujourd'hui, mais hier, avec le scandale qu'on a appelé les CTIL Files, qui dévoile un vaste complexe mêlant les Américains, les Anglais, des agences de renseignement, des ONG, pour modérer l'ensemble des contenus, et tout particulièrement ceux de l'extrême droite et du populisme américain. Et puis avant ça, les fameux Twitter Files révélés par Elon Musk, qui ont révélé au monde la réalité de ce qu'on appelle désormais le shadow ban, qui était une théorie conspire avant que Musk le révèle, mais qui est ce mécanisme qui permet de gérer la visibilité des posts, des idées des individus sur les réseaux sociaux, et qui est en pratique aussi bien chez Twitter, enfin qui était en pratique aussi bien chez Twitter que chez Meta, que dans tous les grands réseaux sociaux tels que YouTube. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une intention derrière? Est-ce que c'est fait sciemment ou est-ce que c'est une dérive d'un système d'algorithme ou de modération automatique aujourd'hui? Alors c'est compliqué d'avoir une réponse claire pour ce qui est de la censure des posts pro-palestiniens. Pour ce qui est de la censure en général qui s'est mise en place à peu près au moment où Donald Trump a gagné les élections américaines et que l'interférence de la Russie a été une évidence, là très clairement il y a une intention. Il y a une intention qui a visé tout particulièrement et dans un premier temps l'extrême droite américaine, aussi bien des citoyens ordinaires que des élus. Et puis petit à petit, ce système a dérivé et aujourd'hui, on en est là. Mais là, on constate que cette modération ne s'applique pas de la même manière pour les contenus pro-israéliens. Elle ne s'est jamais appliquée de façon uniforme. Elle a commencé par s'appliquer de façon prépondérante à Trump et ses supporters, et puis petit à petit l'appareil de censure qui maintenant a au moins 5 ans a dérivé. Aujourd'hui elle s'applique de façon prépondérante au contenu pro-palestinien, demain ça sera autre chose. Donc Human Rights Watch a constaté ce problème. Déjà en 2022 la multinationale Meta s'était engagée à retravailler ses politiques de modération. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est au point mort, que ces promesses n'ont pas été tenues? Je pense que c'est compliqué d'accuser Meta. Au-dessus de Meta, il y a quand même 2 gouvernements, une myriade d'agences de renseignement, des ONG. Là encore, je vous renvoie vers les Twitter Files qui montrent toute la pression qu'a reçue Twitter avant que Elon Musk reprenne en main l'organisation. Il est très compliqué pour une entreprise de résister à des États et à des pressions faites par des autorités telles que le FBI. Mais aujourd'hui, on voit que ça pose problème d'accès à l'information non, pour les utilisateurs.
utilisateurs. Ça pose des problèmes. Ça a posé un problème d'accès à l'information depuis 2016. Là, aujourd'hui, ça pose un problème à l'accès à l'information qui fait que la presse occidentale réagit. Mais très concrètement, on aurait pu réagir au nom de la liberté d'expression depuis 2016. Le problème est déjà très bien installé. Ça fait plus de 6 ans que ce système de censure centralisé est installé. On ne sait pas très bien ce qu'il en est pour le continent européen et la France en particulier, mais pour ce qui est des États-Unis et de l'Angleterre, c'est clair et net. Ça a été révélé dans la presse, très peu traité, mais malgré tout révélé à travers notamment des grandes fuites d'informations et puis une multitude d'auditions parlementaires au Sénat américain qui ont permis de faire le tour du sujet. Mais quand on voit que ce conflit est tellement délicat qu'aujourd'hui censurer les contenus pro-palestiniens, on imagine que ça peut avoir une incidence aujourd'hui sur le conflit en lui-même. Ça a déjà eu une incidence sur typiquement la dernière élection présidentielle américaine. Ça a une incidence dans notre vie quotidienne à tous depuis, encore une fois, de nombreuses années. Là, il semble que la spécificité de la censure des contenus pro-palestiniens fait que la sensibilité du monde des médias s'alarme à cette occasion. C'est peut-être l'occasion de regarder un peu en arrière et de s'apercevoir que ça fait quand même 5-6 ans. C'est l'arbre qui cache la forêt, c'est ce que vous dites. C'est total. Ou plus exactement, c'est l'événement qui permet de réaliser l'ampleur du problème. Parce qu'on sait à quel point c'est une guerre aussi d'information, c'est ce que je disais en préambule aujourd'hui, ce conflit au Proche-Orient. C'est une guerre de l'information. Et c'est sans doute pour ça que c'est mis en exergue aujourd'hui. Tout à fait. Mais au final, une élection présidentielle, qu'elle soit en France ou aux États-Unis, c'est aussi une guerre de l'information. Donc nous sommes de toute façon, nous avons basculé avec l'ère des réseaux sociaux dans une ère de guerre de l'information qui auparavant était plutôt un domaine réservé aux militaires, qui aujourd'hui s'applique à fond dans le monde du civil. Mais ça veut dire que quand on est utilisateur, il faut avoir conscience aujourd'hui de ça, de ce qui se joue derrière. Absolument, tout comme il faut avoir conscience que quand vous lisez Libération ou Valeurs Actuelles, derrière vous avez une intention qui est très clairement militante. Bon sang. Merci beaucoup Fabrice Epelboin d'avoir répondu à nos questions sur France Info, enseignant à l'IAE de Poitiers et spécialiste des réseaux sociaux.